Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, je vous propose de découvrir en ma compagnie des histoires mystérieuses. Des histoires qui, en leur temps, ont imposé beaucoup de questions. Par exemple, dans une histoire, vous allez voir qu'on parle carrément de sécurité nationale. Et on va avoir aussi d'autres mystères qui, eux, n'ont pas vraiment encore été résolus. Il y aura un peu de tout. J'aime bien avoir le côté un peu frustrant, mais pas trop. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-moi aussi sur Instagram. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, il y a un petit mystère qui s'est posé à moi. J'en ai fait un post dans l'onglet communauté sur la chaîne. Pas sûr que tout le monde l'ait vu, mais je vais vous l'exposer. Peut-être que vous pourrez justement m'aider à éclaircir un petit peu la chose. C'est rien de grave, mais vous allez comprendre. Sur YouTube, de plus en plus de personnes découvrent la chaîne, donc il y a de plus en plus d'abonnés, donc ça c'est grave cool. Merci d'ailleurs beaucoup à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. On est à peu près 183 000 ou peut-être un peu plus. Et je regardais un petit peu les différentes plateformes, les autres réseaux sociaux où je suis plus ou moins présent, pour voir un peu comment reprendre les choses pour certains et aussi mettre en place de nouvelles choses, notamment sur Spotify, etc. Je suis en train de préparer le truc. Mais donc, première plateforme pour moi que j'utilise, YouTube. La deuxième, Instagram. En termes de followers sur Instagram, je suis à un peu plus de 7200 et je me disais, YouTube 183 000, Instagram un peu plus de 7000, il y a un gap qui est énorme. Et je me demandais en fait, et c'est là que vous allez pouvoir m'aider, qu'est-ce qui fait vous par exemple que vous allez vous dire, tiens, ce créateur que je suis sur YouTube, je vais aussi aller suivre sur Instagram. Est-ce que vous vous dites que c'est parce que vous voulez suivre un peu l'envers du décor, voir un peu la vie entre guillemets plus personnelle du youtubeur ou de la youtubeuse, ou est-ce que c'est que vous pensez trouver plus de contenu entre guillemets similaire à YouTube là-bas? Je suis assez curieux en fait de voir comment se passe le cheminement par rapport à tout ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, je suis assez curieux. Et si vous avez Instagram et que vous ne me suivez pas encore, honte à vous. je rigole, je comprends, il y en a qui préfèrent regarder Instagram pour regarder des trucs de privé. Mais si vous en avez envie, moi je dis pas non, et puis ça permettrait de couvrir un peu l'écart entre YouTube et Insta. Je serais content. Bon, je vous embête pas plus avec le petit mystère, je vous l'ai exposé, maintenant on va découvrir des grands mystères. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous bien, prenez un petit truc à manger parce que ça va être un peu long, et découvrez en ma compagnie, déjà, le premier mystère. Le 19 septembre 1996, Anthony Okorongwo, un garçon de 11 ans, quitte sa maison dans la ville d'Owerri, au sud-est du Nigeria. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il essaie d'aider sa famille. Il transporte quelques gombos fraîchement cueillis, espérant les vendre au marché. Dans sa poche, une vingtaine de néras, de quoi rentrer avec un petit bénéfice. Mais ce soir-là, Anthony ne rentre pas. L'inquiétude monte rapidement chez ses parents. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que leur fils a croisé le chemin d'innocent Ekea Nyanvu, un jardinier dans un hôtel réputé de la ville. L'hôtel Otokoto. Cet homme lui aurait promis un meilleur prix pour ses légumes. Une proposition banale, presque rassurante. Et pourtant, 3 jours plus tard, le 22 septembre, un motocycliste nommé Opara s'arrête près des toilettes publiques, non loin d'un autre hôtel connu d'Owerri. Il pousse la porte et ce qu'il découvre fige son sang. À l'intérieur, dissimulée dans du papier journal, se trouve la tête d'un jeune garçon. La scène est atroce, irréelle. Opara appelle à l'aide, des passants accourent et bientôt, un attroupement se forme, choqué, sidéré. Parmi eux, un homme semble nerveux, tenant un sac en plastique. Quand il comprend que la foule a découvert l'horreur, il tente de s'échapper. Trop tard, il est arrêté, son sac fouillé. À l'intérieur, les mêmes journaux que ceux qui enveloppaient la tête, et des objets rituels, souvent associés à des pratiques ésotériques locales. Son nom, Innocent Ekea Nyanvu. Et la victime, on l'apprendra très vite, n'est autre qu'Anthony Okorongwo. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut comprendre d'abord le Nigeria des années 90. Le pays vit alors sous une dictature militaire. La corruption règne, la pauvreté est immense, mais certains, mystérieusement, deviennent riches du jour au lendemain. Villas somptueuses, voitures de luxe, fêtes interminables. Dans le sud-est du pays, et particulièrement à Owerri, on parle de richesse instantanée. Des hommes sans histoire, sans activité connue, affichent soudain un train de vie extravagant. Beaucoup murmurent une explication, des rituels d'argent, pratiques occultes censées attirer richesse et réussite au prix d'un sacrifice humain. Des croyances anciennes déformées, tordues par la misère économique et la quête désespérée de pouvoir. Parmi les lieux où l'on disait que certaines élites venaient chercher fortune par des moyens obscurs, un établissement revenait souvent dans les rumeurs, l'hôtel Otokoto,
propriété de l'influent homme d'affaires Vincent Chivdourou. Face à l'émotion publique énorme, la police interroge Eke Anyanwu. Très vite, son récit glace le sang des enquêteurs. Il explique avoir attiré Anthony à l'hôtel avec la promesse d'acheter ses gombos plus chers, l'avoir drogué, puis tué avec des complices. Mais surtout, il affirme ne pas être qu'un exécutant isolé. Selon lui, il travaillait pour le propriétaire de l'hôtel, Chivdourou, et pour d'autres figures bien placées dans la ville. Des hommes riches, respectés, parfois proches du pouvoir. Il parle de disparitions passées, d'enfants et d'adultes qui n'auraient jamais été retrouvés. La police fouille les lieux. Ce qu'elle trouve semble confirmer ses dires. Objets rituels, traces suspectes dans certaines chambres, documents financiers étranges, puis derrière l'hôtel, une tombe fraîche dans laquelle repose le corps d'Anthony. Et ils ne sont pas au bout de leur découverte. D'autres restes humains apparaissent sur des terrains liés à Chivdourou. L'affaire prend une dimension nationale. Les images d'Eke Anyanwu en garde à vue font le tour du pays. La population explose de rage. À Owerri, la foule ne se contente pas d'attendre la justice. Des groupes se forment, s'en prennent aux lieux appartenant à ceux que les rumeurs désignent comme impliqués. L'hôtel Otokoto est pris d'assaut, puis incendié. En quelques heures, il n'en reste plus que des ruines fumantes. Plus de 30 établissements et résidences associés de près ou de loin à cette élite soupçonnée subissent le même sort. La ville vit une véritable émeute populaire, un soulèvement contre un système perçu gangréné par la corruption et le surnaturel. Alors que l'enquête progresse, les témoignages se multiplient. D'anciens employés racontent avoir entendu des cris dans certaines chambres. Des familles de disparus viennent témoigner, espérant enfin comprendre ce qui est arrivé à leurs proches. Un réseau d'envergure semble se dessiner, dépassant même Owerri. Le procès sera long, complexe, mais en 2001, le verdict tombe. Vincent Chivdourou et plusieurs complices sont reconnus coupables. Les accusations sont terribles. Enlèvement, meurtre, pratiques occultes. Les peines sont lourdes. Plusieurs années plus tard, en 2016, les condamnations seront exécutées. L'affaire trouve enfin sa conclusion judiciaire. L'affaire Otokoto marque profondément le Nigeria. Elle pousse à renforcer les lois contre les enlèvements et le trafic humain, mobilise la police sur les disparitions d'enfants et force le pays à regarder en face un mélange toxique de corruption, de misère et de croyances détournées. Dans les écoles de police et les universités du pays, on enseigne aujourd'hui ce dossier comme un tournant. Et au cœur de tout ça, il y a un enfant, Anthony Okorongwo. Un garçon qui voulait simplement vendre des légumes pour aider sa famille. Son histoire tragique a révélé un système caché, brisé un silence et permis à d'autres d'échapper au même sort. Son nom reste celui d'un symbole, celui d'une innocence qui a fait vaciller l'impunité. En Antarctique, le 27 décembre 1984, le vent hurle à travers les Alan Hills, glissant sur la glace comme une lame. Au milieu de cette immensité glacée, une file de motoneige avance lentement, poussée par le froid et l'espoir de trouver une poussière d'étoiles. À l'avant, la géologue Roberta Skor scrute la surface. Après 6 semaines à chercher des météorites, tout se ressemble. Du blanc, du bleu, du vent. Puis, un éclat. Une forme brune incrustée dans la glace, minuscule, presque insignifiante, mais assez pour l'arrêter. Quelques coups de burin et un caillou apparaît, noir, piqué comme brûlé par l'espace. Placé dans un sac stérile, il reçoit un nom presque bureaucratique. ALH 84001, Alan Hills, saison 1984. Personne ne le sait encore, mais ce petit rocher va devenir l'une des pierres les plus fascinantes et les plus controversées de l'histoire humaine. Pendant des années, le fragment dort dans un tiroir à Houston. Il n'a rien de grandiose, rien de particulier, jusqu'à ce qu'un étudiant l'observe en 1993. Il découpe un minuscule morceau, l'analyse s'emballe. Le carbone semble s'être formé dans de l'eau froide. L'oxygène porte l'empreinte de l'atmosphère martienne. Le verdict tombe comme un coup de tonnerre. Ce caillou vient de Mars, il a baigné dans de l'eau liquide, il a voyagé à travers l'espace pendant 15 millions d'années avant d'atterrir en Antarctique. Comme une bouteille lancée depuis Mars, échouée sur Terre. En 1996, la NASA, à l'aide de la microscopie électronique, l'analyse dans un laboratoire et là, l'impensable apparaît. De minuscules structures ressemblant à des bactéries terrestres, des chaînes de cristaux identiques à celles produites par des microbes vivants, des molécules organiques piégées dans la roche. Phil McKay, chef de l'équipe, lâche une phrase qui fera trembler le monde scientifique. Nous avons peut-être trouvé la preuve d'une vie primitive sur Mars. L'annonce fait la une de la presse mondiale. Le président Bill Clinton lui-même prend la parole. Pour la première fois, une idée inimaginable semble soudain possible. La vie n'est peut-être pas née
seulement sur Terre. Puis vient la contre-attaque. Certains chercheurs affirment que ces formes pourraient être minérales, d'autres défendent l'hypothèse biologique bec et ongle. Laboratoires rivaux, débats, articles, conférences, microscopie poussée à l'extrême, la pierre devient un symbole, une relique, un objet presque sacré. On la surnomme la momie, conservée sous azote, manipulée avec des gants, gardée comme un trésor extraterrestre. Hollywood s'en inspire, les tabloïds s'enflamment, les ufologues jubilent, les sceptiques ripostent. La communauté scientifique entière s'affronte autour d'un caillou de la taille d'une main. Année après année, de nouvelles technologies se succèdent. Spectrométrie avancée, microscope anatomique, expériences de contamination extrême, simulateurs de conditions martiennes. Chaque fois, la poussière martienne défie les certitudes. Trop organisé pour n'être que hasard, trop ambigu pour être une preuve absolue. Pendant ce temps, sur Mars, les rovers découvrent des roches semblables, dans des lits de rivières asséchés. Ces dernières années, une idée prend forme, et si ALH 84001 n'était pas qu'un fossile, mais une capsule temporelle vivante. Des spores enfouis dans la roche protégés du froid et du vide, dormantes depuis 4 milliards d'années, gelées en attente. Une vie microscopique, encore là silencieuse, comme si Mars retenait toujours son souffle. La NASA refuse de la percer, pas avant que nous ayons des installations de niveau extrême, disent-ils. Personne ne veut risquer de réveiller quelque chose venu d'un autre monde. En 2025, des preuves isotopiques renforcent encore l'hypothèse biologique. Des chaînes cristallines quasi impossibles à expliquer sans vie sont détectées. Des modèles montrent que des spores pourraient survivre au voyage interplanétaire. Alors, une théorie émerge. La vie pourrait voyager d'un monde à l'autre, et peut-être que la Terre n'est pas le berceau, mais la passagère. Peut-être qu'en réalité, nous venons de Mars. Aujourd'hui, près de 40 ans après sa découverte, ALH 84001 n'a pas fini de parler. Le caillou divise, intrigue, inspire, mais sans donner de certitude ni de réponse finale. Mais il y a une probabilité qui est désormais étudiée sérieusement. Ce minuscule fragment venu de Mars contient peut-être les traces ou les survivants d'une vie extraterrestre. Et si un simple caillou glacé a pu traverser l'espace en portant la vie, combien d'autres ont fait le même voyage? L'histoire n'est pas close, les instruments s'affinent au fur et à mesure du temps, et les missions martiennes se rapprochent du retour d'échantillons. Un jour, quelqu'un ouvrira peut-être cette capsule venue de l'espace, et à ce moment-là, l'humanité devra répondre à une question qu'elle se pose depuis des millénaires: sommes-nous seuls, ou avons-nous déjà tenu entre nos mains la preuve du contraire? Ce matin-là, en septembre 1935, un brouillard épais flottait au-dessus des berges du Clyde, près de Glasgow. De jeunes femmes marchaient le long du fleuve, profitant du calme humide de l'aube, jusqu'au moment où elles aperçurent un paquet enveloppé dans du papier brun, coincé parmi les roseaux. Par curiosité, elles s'approchèrent, et ce qu'elles découvrirent, en l'ouvrant, allait hanter l'Écosse pendant des mois. À l'intérieur se trouvait un membre humain, soigneusement sectionné, sans trace de décomposition, presque vidé de son sang, comme si quelqu'un l'avait préparé avec un savoir froid et méthodique. Ce n'était que le premier élément d'un puzzle macabre. Dans les jours qui suivirent, d'autres paquets apparurent dans Glasgow, dans un parc, près d'une ligne de chemin de fer, et même à la gare centrale. Chaque fois, des fragments humains emballés comme de simples colis. La presse surnomma bientôt l'affaire les Jigsaw Murders, les meurtres du puzzle. Ce n'était pas un acte impulsif, ni une scène de rage. Tout indiquait une précision presque chirurgicale. Le premier légiste appelé sur l'affaire, le professeur John Glaister, un pionnier de la médecine légale en Écosse, le comprit immédiatement. Celui qui avait découpé ce corps savait ce qu'il faisait. Il connaissait l'anatomie, les articulations, les instruments. C'était de la chirurgie, pas du bricolage macabre. Quand la police réunit les morceaux, ils purent reconstituer presque entièrement le corps d'une femme adulte d'une trentaine d'années. Mais un détail glaça les enquêteurs. Il manquait les mains et un pied. Impossible de prendre des empreintes. Impossible à cette époque d'établir une identité formelle par d'autres moyens. Le ou la meurtrière avait pensé à tout. La femme était soignée, de petite taille, avait porté des vêtements de qualité. Sa chevelure montrait des traces de henné, ses mains, autrefois semblaient entretenues. Rien à voir avec les crimes habituels liés à la misère ou au gang. C'était quelqu'un issu d'un milieu respectable, et cette femme avait été effacée avec une froideur clinique. La ville trembla. Des femmes seules n'osaient plus sortir. Chaque colis oublié devenait suspect. La police recevait des centaines d'appels paniqués. Personne ne comprenait qui pouvait faire cela, et surtout qui était
la victime. Faute d'identité, la police examina chaque détail, les coutures, les fibres, les paquets, l'origine des ficelles. Ils étudièrent les algues collées sur les emballages pour retracer les lieux d'abandon. Pour la première fois en Écosse, une table spéciale fut construite pour remonter un corps désarticulé pièce par pièce. Une technique qui deviendra la base de la reconstitution médico-légale moderne. Chaque détail comptait, et un indice finit par émerger. Le crâne, soigneusement nettoyé, présentait une particularité. Des travaux dentaires inhabituels, coûteux, rares. On interrogea alors les dentistes de la région, et l'un d'eux pensa reconnaître le travail, celui d'une femme nommée Marie. Mais la piste s'effondra rapidement, la femme en question n'était pas morte. L'affaire semblait revenir alors au point zéro. Un mois après la découverte du premier paquet, une information pourtant banale fit basculer l'enquête. Des voisins parlèrent d'une femme nommée Helen Bryce, qui vivait dans un appartement de Glasgow et qui du jour au lendemain avait disparu vers l'Angleterre. Et il y avait une autre femme, plus âgée, qui venait souvent lui rendre visite, et que plus personne n'avait revue non plus. La police se rendit sur place. Les murs venaient d'être repeints, le sol avait été frotté à grande eau. Mais dans les siphons, dans les joints, sous les lames du parquet, les traces racontaient une autre histoire, du sang, en quantité. Effacé mais pas assez. L'appartement n'était pas une simple location, c'était une scène de crime. Sous pression, Helen Bryce fut retrouvée et interrogée, mais très vite, son histoire s'effrita. Helen n'existait pas. C'était une identité volée. La femme arrêtée était Isabella Ruxton, épouse du docteur Buck Ruxton, un médecin respecté, aimé pour ses consultations gratuites aux plus pauvres. Et peu après, la vérité apparut. Le second corps n'était pas une étrangère, mais Mary Ryerson, la jeune femme de chambre du couple Ruxton. Les deux femmes, Isabella et Mary, avaient disparu en même temps, toutes deux retrouvées en morceaux à Glasgow. Le meurtrier n'était pas un étranger, ni un monstre sorti des bas-fonds. C'était un homme instruit, un père de famille, un médecin apprécié, un homme qui avait soupçonné sa femme d'infidélité et qui, dans un accès de jalousie, avait mis fin à sa vie avant d'éliminer la seule témoin involontaire. Puis, utilisant ses connaissances médicales, il avait transformé sa maison en salle de dissection improvisée, passée au peigne fin pour effacer le moindre indice. Le docteur Buck Ruxton fut arrêté, jugé et condamné à mort en 1936. Il tenta de se défendre en plaidant la panique, la jalousie et la perte de contrôle. Mais la rigueur qu'il avait mise dans la dissimulation lui retomba dessus. On ne démonte pas deux corps avec ce niveau de méthode dans un moment de folie. La sentence fut prononcée et il fut exécuté peu après. Son associé, qui l'avait aidé à dissimuler son crime, échappa aux poursuites et passa le reste de sa vie dans l'ombre. L'affaire Ruxton marqua un tournant. La première utilisation avancée de reconstitution anatomique, des analyses scientifiques inédites, la comparaison radiologique pour identifier des restes humains et la superposition photographique pour reconnaître un visage. Chaque technique née de cette enquête est devenue un pilier de la criminologie moderne. Mais au-delà de la science, cette affaire ébranla l'opinion publique. Elle détruisit une croyance confortable. Le danger ne vient pas seulement des marges de la société. Parfois, il peut aussi porter un costume propre, serre des mains en souriant, soigne des enfants et rentre chaque soir dans une maison parfaite. Parfois, le monstre est celui que l'on croit connaître. Tout commence une nuit de juin 2007, perché sur un plateau isolé d'Australie. Le gigantesque radiotélescope de Parkes balayait calmement le silence cosmique, captant le souffle uniforme des galaxies lointaines. Rien d'exceptionnel jusqu'à 5h50 du matin. En une fraction de seconde, un signal explosa dans l'appareil. 5 millisecondes, assez puissant pour saturer le système, puis plus rien. Une pulsation cosmique brève, violente et inexplicable. L'ordinateur qualifia ça d'interférence, quelque chose comme un micro-ondes ou un radar terrestre. Personne n'y prêta attention. Mais quelques semaines plus tard, en réexaminant les archives, une étudiante tomba dessus et là, tout changea. Le signal réapparaissait sur toutes les bandes, avec exactement la signature que l'on attendait, d'un phénomène traversant des milliards d'années-lumière de plasma intergalactique. Une énergie monstrueuse compressée en un battement de cils. Aucune source connue ne pouvait produire ça. Le premier nom fut posé, Fast Radio Burst, FRB, et celui-ci devint célèbre, le Burst de Lorimer. Pendant des années, rien de similaire ne fut détecté. Le monde scientifique hésitait entre fascination et méfiance. Phénomène extraterrestre, coup de hasard cosmique, simple bug, puis en 2012, un second signal surgit, puis un troisième, puis un quatrième. Une nouvelle catégorie d'objets célestes venait de naître. Bref, d'une luminosité impossible, issue des confins de l'univers et surtout impossible à prédire. On imagina tout, l'effondrement d'une étoile, des trous noirs primordiaux, des cordes cosmiques.
Chaque explication tombait, balayée par la détection suivante. Et puis, un soir de novembre 2012, tout bascula, un FRB répété. Pas un accident cosmique, une source qui parlait encore et encore. Soudain, la question devint vertigineuse. Quel genre d'objet ou de civilisation peut envoyer un signal répétitif à travers l'univers? Les observatoires se synchronisèrent, des alertes nocturnes résonnaient en chaîne dans le monde entier. Les astronomes se passaient des instructions à 3 h du matin pour tenter de surprendre un nouveau flash cosmique en direct. En 2016, la localisation précise d'un répéteur, une galaxie naine à 3 milliards d'années-lumière, et à côté, un nœud lumineux dans le gaz interstellaire, signature possible d'un moteur cosmique surchauffé. Magnétar, trou noir, personne ne pouvait trancher. Puis vint CHIM, un radiotélescope canadien monumental capable de surveiller le ciel sans bouger une seule antenne. En 2 ans, il fit exploser le nombre d'observations, des centaines de FRB, dont plus de 60 répéteurs. L'un d'eux chantait selon un cycle parfait tous les 16,35 jours. Un rythme, une régularité, un motif, tout ce qui d'habitude n'existe pas dans le chaos cosmique. Certains y virent la danse gravitationnelle d'une étoile morte autour d'un astre massif, d'autres murmurèrent davantage, un phare interstellaire, une balise dans la nuit galactique. Puis, en avril 2020, l'impensable. Un FRB jaillit depuis notre propre galaxie. Il provenait d'un magnétar, une étoile à neutrons au champ magnétique délirant. Enfin, une piste solide. Pour beaucoup, l'affaire était réglée. Mais pas pour tout le monde, car certains signaux contredisaient le modèle. D'autres venaient de galaxies mortes, sans étoiles jeunes, impossible à expliquer par des magnétars nouveau-nés. Un FRB ressemblait même à une suite de nombres Fibonacci, avant qu'on ne découvre qu'un bug informatique n'en était à l'origine. La science avançait, puis reculait, puis repartait. Tout le monde se mit sur le dossier. On analysa les motifs, on traqua les dérives, on déchiffra les micro-variations, comme si l'univers glissait des syllabes dans nos télescopes. FRB devenait un langage possible ou un chaos parfait. En 2025, un signal surgit d'une galaxie qui n'aurait jamais dû en produire, comme un dernier clin d'œil du cosmos pour dire « vous n'avez encore rien compris ». Aujourd'hui, les théories les plus solides parlent de magnétars, jeunes, vieux, masqués par des compagnons stellaires ou ressuscités dans des galaxies mortes. Mais aucun modèle n'explique tout, aucun n'englobe la totalité des observations. Et pendant que les équations s'affrontent, le ciel continue de crépiter. Des flashs d'un millième de seconde, traversant des milliards d'années-lumière, sans prévenir, sans explication définitive. Peut-être des étoiles mourantes, peut-être le soubresaut de civilisations lointaines qui tentent, elles aussi, de parler à l'univers. Ou peut-être juste le langage de la gravité elle-même, trop rapide pour notre compréhension. Dans le silence glacé du cosmos, quelque chose continue de frapper. Et pour la première fois, l'humanité essaie d'écouter. Dans les années 30, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, un homme jurait que les pierres parlaient. Milton Docnos, un faux docteur, vrai charmeur, aimait dire qu'il suffisait d'écouter le désert pour entendre ses secrets. Et à l'aube glacée du 12 novembre 1937, il eut le sentiment que quelque chose là-bas voulait vraiment lui répondre. Du haut de Victorio Peak, une montagne sèche et silencieuse, Doc entendit une chose impossible, une bouffée d'air venue du sol, comme un souffle venu des entrailles de la terre. Intrigué, il se laissa guider par ce courant froid qui semblait sortir d'une fissure dans la roche. Il bougea une dalle, alluma une lanterne et entra. Ce qu'il découvrit dans cette cavité allait hanter l'Amérique pendant près d'un siècle. Dans l'obscurité jaune de la lampe, Nos vit des piles de barres métalliques ternies, rangés comme des pains brûlés, des coffres de bois attachés avec des lanières, des corps recroquevillés contre les parois, les poignets liés, la peau collée aux os, des dizaines de cadavres desséchés, figés dans un sourire macabre. Un ossuaire silencieux, une cache au trésor sortie d'une légende ibérique. Doc venait, pensait-il, de tomber sur l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine. Certains diront que ce n'était qu'un mensonge de plus de ce charlatan endurci, mais à cette minute-là, dans la grotte, lui y croyait. Et plus tard, d'autres y croiraient aussi. Sous l'effet de la Grande Dépression, le pays cherchait des miracles. Doc, lui, déclara qu'il avait trouvé de l'or. Il fit tester quelques barres, obtint un résultat ambigu. Métal de faible qualité, mais avec des traces coloniales espagnoles. Il a réussi à convaincre des investisseurs locaux de financer une excavation. Mais l'or attire toujours la jalousie ou la malchance. En 1939, voulant élargir l'accès à la grotte, Nos fit exploser le passage. Trop de dynamite. L'accès s'effondra. Le trésor, s'il avait existé,
venait d'être enseveli sous des tonnes de roches. Ces investisseurs crièrent à la trahison, puis la guerre arriva, et Victorio Peak fut abandonné. 10 ans plus tard, Doc tenta de promettre l'impossible, et en mars 1949, après une dispute avec un associé, la rumeur rattrapa la réalité. Un coup de feu dans un motel et Doc s'effondra. Son meurtrier parla de légitime défense. Sa femme, Babe, promit de finir ce qu'il avait commencé. Mais comment retrouver un passage disparu? La réponse vint du gouvernement, ou plutôt du soupçon qu'il n'était jamais loin. En 1952, l'armée américaine étendit sa zone d'essai dans le désert. Victorio Peak se retrouva soudain dans un territoire militaire interdit. Dès lors, chaque demande d'accès de Babe fut soumise à autorisation. L'armée, gênée, affirma ne rien savoir. Pourtant, des documentaires internes parlaient d'une cavité significative. En 1961, un général autorisa discrètement des travaux secrets, puis fit tout arrêter 2 semaines plus tard, scellant l'endroit sous des bulldozers. Des témoins affirmèrent avoir vu des caisses sortir la nuit, escortées par des militaires. Là, la légende quitta le terrain du rêve pour entrer dans celui de la conspiration. Une enquête de presse des années 80 affirma que des centaines de tonnes d'or avaient été exfiltrées discrètement par avion militaire sans laisser de traces comptables. Officiellement en silence, officieusement, des pilotes parlaient de vol sans manifeste. Le mystère épaississait. D'où serait venu cet or ? Si or il y avait vraiment. Certains historiens exhumèrent de vieux registres mexicains. Au début du 19e siècle, des convois transportaient métaux précieux et trésors religieux vers le nord pour les mettre à l'abri des insurgés. L'un des convois disparut dans un désert surnommé Jornada del Muerto, le désert du mort. Peut-être que Doc était tombé sur le reliquat de ce trésor, enfoui puis oublié, jusqu'à ce jour de 1937. Puis, en 2019, un groupe de géophysiciens utilisa des instruments de tomographie muonique, une technologie capable de voir à travers la roche. À l'endroit même où Doc disait avoir trouvé sa chambre principale, les capteurs détectèrent du vide, de larges cavités, mais l'accès demeurait interdit par l'armée, officiellement pour protéger des sites sacrés autochtones, ou, disaient les sceptiques, pour cacher quelque chose qu'elle avait déjà pris. En 2024, une médiation secrète réunit la famille Noss et les autorités militaires du site. Un accord semblait proche, une fenêtre de 36 heures pour explorer la montagne, puis tout s'effondra. Quelqu'un, un lanceur d'alerte ou un provocateur, diffusa des images de nouveaux forages militaires près du sommet. Preuve de dynamitage, support métallique récent, comme si l'armée fouillait encore ou détruisait ce qui restait à trouver. Officiellement des tests de sécurité, officieusement un dernier nettoyage. Alors que reste-t-il quand on dépouille la légende? Des barres métalliques analysées puis fondues, des cavités souterraines confirmées scientifiquement, des témoignages contradictoires sur des corps jamais retrouvés, et un demi-siècle de fouilles militaires discrètes. Peut-être que Doc Noss n'avait pas découvert un trésor mythique, mais une cage beaucoup plus modeste, volée, déplacée puis enterrée une seconde fois, dans le secret et sous contrôle militaire. Peut-être qu'il n'y avait jamais rien, et que seule l'avidité humaine et le silence des autorités ont nourri le mythe. Ou peut-être, et c'est la possibilité la plus intrigante, que quelque chose d'inavouable repose encore sous cette montagne désertique, gardée par loi martiale et cordon barbelé, loin des regards. À Victorio Peak, le vent souffle toujours dans les fissures de la roche. Certains disent que la montagne parle, d'autres qu'elle se tait, parce que quelqu'un l'a forcée à se taire. À Amsterdam, en novembre 1983, le vent froid glisse entre les canaux. La nuit tombe sur la ville et un homme sort des bureaux vitrifiés de la célèbre brasserie Heineken. Alfred Freddy Heineken, 60 ans, patron emblématique, héritier visionnaire, symbole même du succès néerlandais. À ses côtés, son chauffeur de longue date, Ab Doderer. Et rien ne laisse présager ce qui va suivre. À peine a-t-il franchi les portes du bâtiment que 4 silhouettes cagoulées émergent de l'ombre. Armes levées, mouvement rapide. En moins de 2 minutes, l'un des hommes les plus puissants d'Europe se retrouve poussé dans un van, son chauffeur dans un autre. Les portières claquent, les moteurs rugissent, et Amsterdam perd toute trace d'eux. Sur le trottoir, il ne reste qu'un objet, les lunettes de Freddy Heineken. Le pays vient de basculer dans l'un des enlèvements les plus audacieux de l'histoire. À cette époque, les Pays-Bas vivent une période trouble. Chômage massif, colère sociale, quartier populaire à bout. Sentiment que les règles du jeu économique sont truquées. C'est dans cette frustration que grandissent 2 jeunes hommes d'Amsterdam-Ouest, Cor van Hout et Willem Hollider. Ils ne sont pas des gangsters chevronnés, pas encore, mais ils veulent faire un coup qui les sorte de l'ombre et leur garantisse un avenir, un coup qui frapperait l'établissement au cœur. Pendant plus de 2 ans, ils observent, préparent, calculent, horaires, trajets, failles de sécurité.
Ils louent un entrepôt abandonné, construisent 2 cellules insonorisées, testent eux-mêmes les chaînes et le système d'enfermement, s'équipent en matériel de police et répètent leur opération comme une unité militaire. Ils n'ont ni fortune ni réseau criminel, mais ils ont le temps, l'audace et une idée fixe: enlever Freddy Heineken et réclamer la plus grosse rançon jamais demandée aux Pays-Bas. Dans cet entrepôt isolé, Freddy Heineken et son chauffeur sont enchaînés au mur, enfermés dans des cellules sans fenêtre, forcés d'utiliser des toilettes chimiques. Pas de lumière, pas de repères, le silence, puis parfois des voix derrière une porte. Un homme habitué aux salles de conseil et aux négociations internationales se retrouve réduit à l'état de prisonnier, privé de tout. Et pourtant, il ne cède pas mentalement. Heineken parle à ses ravisseurs, il analyse leur accent, il comprend d'où ils viennent, leur motivation, leur colère sociale, leur naïveté aussi. Il demande un journal, négocie, réfléchit, il tient. Pendant ce temps, dehors, c'est la panique. La police mobilise des équipes spéciales, les journaux s'enflamment, le gouvernement tremble, car Heineken n'est pas qu'un patron, il est un symbole national, proche du pouvoir, ami de la famille royale. Les ravisseurs exigent 35 millions de florins, une somme colossale, en billets utilisés dans 4 devises différentes pour être intraçables. Les jours passent, les négociations sont tendues. La famille accepte, mieux vaut payer que risquer de perdre le patron de la plus grande brasserie du pays. Le 28 novembre, 2 cadres de Heineken déposent des sacs remplis de billets, plus de 200 livres d'argent, en suivant un parcours crypté imaginé par les ravisseurs. 2 jours plus tard, Freddy Heineken et son chauffeur sont finalement abandonnés dans leur cellule, affaiblis mais vivants. La police les retrouve séparément grâce à des appels anonymes. Un miracle après 3 semaines de terreur. L'argent entre les mains, le groupe se disperse. Certains restent aux Pays-Bas, d'autres fuient en France, puis jusqu'en Amérique du Sud. Une cavale internationale commence. Mais la légende du crime parfait n'existe pas. Un entrepôt repéré, des empreintes, des informateurs et surtout la pression politique. Les autorités veulent un exemple, aucun pardon. Les fugitifs sont traqués, arrêtés ou extradés. Tous finiront par être jugés. Et leur peine, plusieurs années de prison. Mais leur héritage, lui, sera bien plus sombre. Car certains, après leur sortie, deviendront des figures du crime organisé néerlandais, plongeant Amsterdam dans une ère de violence, d'extorsion et de règlement de comptes. L'un d'eux, autrefois simple braqueur ambitieux, deviendra même un parrain du crime avant que la justice ne l'arrête pour de nouveaux crimes bien plus graves. Heineken reprendra sa place à la tête de son empire brassicole, mais son regard sur le monde ne sera plus jamais le même. Méfiant, reclus, entouré de gardes armés. Même des années plus tard, il porte encore l'ombre de cette captivité. Son chauffeur, lui, ne s'en remettra jamais totalement. Cet enlèvement spectaculaire ne fut pas juste un crime, il fut un point de bascule dans l'histoire criminelle européenne, révélant les failles de la sécurité, la puissance de l'ambition et le prix du symbole. Un enlèvement qui a fait trembler un pays entier, transformé des petits voyous en figures du crime, et laissé derrière lui une vérité simple et glaçante. Même les hommes les plus puissants peuvent disparaître dans la nuit, si quelqu'un est assez fou et assez préparé pour les faire tomber. C'était au printemps 1900. La mer Égée venait de survivre à une tempête et le monde, lui, s'apprêtait à perdre sa certitude d'être moderne. Près des falaises d'Anticythère, une mer anormalement calme reflétait un ciel lavé par la pluie, presque trop silencieuse, comme si quelque chose retenait son souffle sous les vagues. Un groupe de pêcheurs d'éponges, épuisés mais curieux, enfila ses lourds scaphandres de cuivre. L'un d'eux, Ilias, glissa dans les profondeurs sombres. Quelques minutes plus tard, la corde de secours se mit à trembler frénétiquement. Quand il fut remonté, l'homme, encore trempé, balbutia. Des statues, des chevaux, des rouages, des choses en bronze, avec des dents, comme une machine. Personne ne le crut. Jusqu'à ce qu'un second plongeur remonte à son tour, tenant dans ses mains un objet étrange. Une roue de bronze, dentelée, corrodée, mais taillée avec une précision impossible pour l'Antiquité. On venait de réveiller un secret, oublié depuis 2000 ans. Pendant des mois, les marins remontèrent des trésors du fond marin. Statues, bustes, pièces antiques, mais ce petit morceau de bronze resta dans un coin, ignoré comme un caillou sans valeur. Jusqu'au jour où un archéologue distingua, incrusté dans une masse de roche, le contour d'un engrenage. Puis un deuxième, puis des inscriptions quasi effacées. Quelque chose dans l'Antiquité avait construit une machine complexe avec des roues dentées, avec des calculs gravés dans le métal. Une idée commença alors à circuler. Et si les anciens avaient inventé la mécanique bien avant nous? Pendant des décennies, la science tâtonna, puis vint l'ère des rayons X.
En 1959, un physicien projeta des faisceaux dans cette masse vertébrée et le monde changea. Des dizaines de rouages apparurent, entremêlés comme les organes d'une créature mécanique. On comprit alors que ce n'était pas un simple mécanisme, c'était un calculateur céleste, une machine capable d'anticiper les éclipses, de suivre les cycles lunaires, de compter les Jeux Olympiques, de reproduire les mouvements des planètes. 2 millénaires avant la mécanique de précision occidentale. Un ordinateur venu du passé. Mais plus les scientifiques avançaient, plus le mystère s'épaississait. Certains modèles semblaient trop parfaits pour fonctionner réellement. D'autres études montraient que les engrenages triangulaires pouvaient s'enrayer. On découvrit même que le cœur du mécanisme n'était peut-être pas fixe, mais mobile, comme une sorte de pivot flottant. Était-ce une invention révolutionnaire ou un prototype inachevé? Était-ce une machine de travail ou une démonstration destinée à un souverain pour prouver la puissance du savoir d'un peuple oublié? On analysa le métal, cuivre de Grèce, mais éteint d'Espagne. On examina l'écriture, semblable à celle trouvée dans un ancien sanctuaire astronomique sur l'île de Délos. Puis, des années plus tard, d'autres fragments furent retrouvés près de l'épave, comme si un atelier secret avait existé, façonnant des machines que l'humanité n'était pas censée comprendre. Certains chercheurs chuchotent encore, il existe peut-être une machine B, quelque part, perdue ou cachée. Aujourd'hui encore, malgré scanners, superordinateurs et simulations, personne n'est totalement certain de la fonction exacte du mécanisme. Il avance, recule, semble se bloquer, puis révéler encore un engrenage inédit dans un éclat de bronze rongé par le temps. Une chose est sûre, ce que nous avons trouvé n'était pas simplement un objet, c'était un message, un rappel gravé dans le métal, chute d'un savoir tombé dans l'oubli, un murmure venu d'un âge où peut-être les dieux marchaient encore sur terre, ou des hommes les avaient compris trop tôt. Dans une petite ville du nord de l'Italie, Collegio, alors que l'Europe glissait vers la Seconde Guerre mondiale, une femme ordinaire préparait une recette pour le moins inquiétante. Son nom, Leonarda Ciancioli. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une commerçante discrète, une mère dévouée. Mais derrière son comptoir, elle nourrissait un secret d'une noirceur absolue. Leonarda était persuadée d'une chose. Pour sauver son fils envoyé à l'armée, elle devait offrir des vies en échange. Une croyance née d'un mélange de superstition, de chagrin et d'une prophétie terrible reçue des années auparavant. Un voyant lui aurait annoncé qu'elle enfanterait, mais que chacun de ses enfants était condamné. Et après avoir perdu 13 enfants, ce qui lui restait était devenu sa seule raison d'exister, sa seule obsession. Alors, pour protéger son fils, elle s'est convaincue que le sacrifice humain était sa seule chance. Et ce qu'elle allait faire dépasse l'entendement. Fin 1939, une vieille femme, Faustina Setti, célibataire et isolée, franchit la porte de la boutique de Leonarda. Elle cherchait du soutien, des conseils, mais elle trouva son destin. Leonarda lui fit croire qu'elle avait trouvé un mari pour elle dans une autre ville. Faustina devait partir en secret, écrire des lettres d'adieu pour donner l'illusion d'un départ en douceur, puis revenir une dernière fois pour recevoir les instructions finales. Le jour venu, Leonarda lui servit un verre de vin. Faustina s'effondra inconsciente. Ce qui suivit fut méthodique, glacial. Leonarda mit fin à ses jours, puis transforma son corps comme si elle préparait de la matière première. Elle mélangea chair et soude caustique jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Avec le sang, elle fabriqua des biscuits qu'elle distribua à ses voisines et qu'elle consomma elle-même, persuadée d'agir pour le bien. Aucune suspicion, Faustina avait quitté la ville, du moins en apparence. Encouragée par l'absence de conséquences, convaincue que son fils était ainsi protégé, Leonarda recommença. En septembre 1940, elle attira Francesca Soavi avec une promesse d'emploi. Le scénario fut presque identique. Même stratagème, même exécution, même transformation macabre. Et encore une fois, personne ne se douta de rien. En janvier 1941, sa dernière victime, Virginia Cacioppo, ancienne chanteuse d'opéra. Leonarda lui promit un poste prestigieux, un nouveau départ. Virginia entra chez elle et n'en ressortit jamais. Plus tard, Leonarda confessa avec effrayante tranquillité les détails de ce qu'elle avait fait. Elle parlait de ses gestes comme d'une simple routine. Elle aurait même déclaré que la chair de Virginia donnait un savon de meilleure qualité. Sa folie avait trouvé une logique perverse. Chaque victime devenait pour elle une offrande protectrice. Ce troisième meurtre fut celui de trop. Virginia avait une famille attentive et sa disparition alerta immédiatement ses proches. Lorsque la police fouilla la maison de Leonarda, ils découvrirent des objets appartenant à la défunte. Acculée, elle avoua tout.
sans la moindre émotion, comme si elle décrivait une recette de cuisine. Lors de son procès en 1946, l'Italie entière fut glacée par son calme, sa précision, son absence totale de remords. Elle fut jugée saine d'esprit et condamnée à 30 ans de prison, dont 3 ans en hôpital psychiatrique. Elle mourut incarcérée en 1970 sans jamais exprimer le moindre regret. Leonarda Cianciulli resta l'un des cas les plus dérangeants de l'histoire criminelle européenne. Une mère consumée par la peur qui transforma son instinct protecteur en horreur rituelle. Son histoire est devenue un avertissement presque mythologique, un conte sombre où l'amour maternel, poussé à l'extrême, détruit tout au lieu de protéger. C'était un soir ordinaire dans une maison paisible de Nishinomiya. Katsuhisa Ezaki, 42 ans, patron de l'une des plus grandes entreprises de confiserie du Japon, savourait un bain chaud tandis que son épouse s'occupait de leurs 3 enfants. La vapeur emplissait la salle, un moment de calme avant que tout bascule. Soudain, la porte d'entrée explosa. 2 hommes masqués pénétrèrent dans la maison. Sans un mot, ils braquèrent la famille, ligotèrent la mère, firent taire les enfants, puis arrachèrent Katsuhisa de sa salle de bain encore enveloppée d'une simple serviette. En quelques secondes, l'homme à la tête d'un empire sucrier d'1 milliard de yens venait de disparaître dans la nuit. 3 jours plus tard, contre toute attente, il réapparaissait vivant, traumatisé, mais libre. Sauf que ce n'était que le début. Quelques jours après son retour, une lettre glaçante arriva au siège de Glico, son entreprise. Une menace froide, presque théâtrale. Nous avons mis du poison dans vos sucreries. Cherchez, vous en trouverez dans au moins 20 magasins. Mangez et vous mourrez. Le Japon retint son souffle. Supermarchés vides, produits retirés des rayons, mères terrifiées refusant d'acheter des bonbons à leurs enfants. L'image de Glico s'effondra. Les cours de l'entreprise chutèrent. Les usines fermèrent. La panique était totale. Et derrière tout ça, une organisation invisible, sans visage, sans voix. Ils s'appelaient eux-mêmes le monstre aux 21 visages. Les lettres se succédèrent, moqueuses, mesquines, défiant la police, comme si la vie de millions de personnes n'était qu'une partie d'échecs. Police stupide, nous vous donnons une autre chance. Ne mentez pas, dites la vérité. Puis le silence, un calme venimeux prêt à retomber. Mais quand ils revinrent, ce fut pire. Cette fois, ils frappèrent Morinaga, un autre géant alimentaire, des bonbons contaminés, scellés puis replacés en rayon, et sur chaque emballage, une simple phrase, terrifiante, avertissement, contient du poison, mangez et mourrez. La police analysa les sucreries, il y avait du cyanure, assez pour tuer un enfant. Le Japon bascula dans la paranoïa. 30 000 policiers furent mobilisés, des caméras, des filatures, des patrouilles dans tous les supermarchés du pays. Pour la première fois, l'industrie alimentaire japonaise mit en place des emballages sécurisés, des systèmes de traçabilité, parce qu'un ennemi invisible menaçait chaque rayon, chaque foyer. Mais le monstre n'avait encore blessé personne. Il tenait simplement tout un pays entier en otage. Puis une image, un homme filiforme au regard vif, casquette enfoncée, repéré près d'un dépôt, filmé par une caméra de surveillance. Le Japon entier a pris son surnom, l'homme aux yeux de renard. Il apparaissait, disparaissait, approché une fois par un policier infiltré, il s'évapora dans les bois comme un fantôme. La police poursuivit des pistes sans fin, des yakuza, des ex-employés, du sabotage industriel, rien. Juste un spectre derrière un masque. Puis vint le choc, le 7 août 1985. Shoji Yamamoto, chef de la police de Shiga, rongé par l'échec et l'humiliation, se donna la mort publiquement. Sa dernière mission, attraper les fantômes. Dans une ultime lettre, le monstre écrivit « Il est mort, quel idiot. Ne laissez pas les criminels comme nous vous échapper. » Et ces mots furent leur dernier, leur adieu. Ils disparurent pour de bon. Pas un seul suspect arrêté, aucun bonbon mortel effectivement consommé, aucune preuve définitive, mais un pays marqué à jamais. Katsuhisa Ezaki survécut et reconstruisit son entreprise. L'homme aux yeux de renard, lui, n'a jamais été identifié. Les lettres sont aujourd'hui conservées comme un dossier maudit, étudié par les experts en criminologie. Et le monstre aux 21 visages, on dit qu'ils se sont dissous dans la foule japonaise, peut-être derrière un comptoir, peut-être derrière un uniforme, peut-être juste nulle part. Mais une chose est sûre, ils ont créé la peur parfaite, sans jamais verser une seule goutte de sang. Le 30 juillet 1715, au cœur d'une nuit furieuse, quelque part au large des côtes de Floride, le capitaine Juan Esteban de Yubila scrute une mer devenue folie. Une vague monstrueuse soulève son navire, le Capitana, puis l'écrase contre les récifs. Un craquement déchirant,
Un dernier éclair et soudain, le silence. Des survivants jurent l'avoir entendu, un son grave comme une cloche funèbre résonnant dans le tumulte du vent. Aucune église à l'horizon, seulement un océan en colère. Beaucoup y verront plus tard le glas de la fortune espagnole et le début d'un mythe. Cet été-là, dans les ports des Caraïbes, une rumeur enfle. 2 flottes espagnoles se rassemblent pour ramener au roi les richesses du Nouveau Monde. 11 galions. Des tonnes d'argent, de bijoux, d'or sacré, de reliques, de fortunes personnelles cachées dans des sacs de cuir. La cargaison de rêve pour les marins et un trésor qui ferait tourner toutes les têtes. Le 24 juillet 1715, malgré les avertissements des pilotes de Havana parlant de tempêtes précoces, la flotte lève l'ancre. Les ordres viennent de plus haut, l'Espagne saigne, la guerre a vidé ses coffres et le roi veut son or coûte que coûte. Pendant 6 jours, les navires remontent péniblement les eaux lourdes. Au 7e, un marin aperçoit un halo autour du soleil, signe ancien de catastrophe imminente. Mais Yubila ne veut rien entendre. On continue. Au crépuscule, le ciel se déchire, le vent hurle comme un animal blessé. Et à minuit, les galions sont projetés sur les récifs comme des jouets de bois. Les coques éclatent, des millions de pièces d'argent explosent hors de leurs coffres, roulant dans l'écume phosphorescente du ressac comme des étoiles arrachées au ciel. Au matin, seules des carcasses de navires flottent. 300 survivants rampent sur une plage jonchée de pièces d'or et d'argent. Pour eux, ce n'est pas un miracle, c'est une malédiction car bientôt d'autres viendront. Rapidement, des équipes de récupération envoyées depuis Cuba arrivent. Sous la direction d'un commissaire brutal, ces hommes plongent chaque jour, récoltant les richesses des épaves et maudissant la mer à voix basse. Mais un autre homme observe ces opérations avec un œil cupide, Henry Jennings, pirate des Bahamas. En janvier 1716, il frappe. 150 hommes, 40 tonnes d'argent arrachées sous les yeux des Espagnols. Le trésor n'appartient plus à un roi, il appartient désormais à quiconque osera le chercher et survivre. Pendant 200 ans, des éclats d'or réapparaissent parfois sur les plages après les tempêtes. Des pêcheurs ramassent des pièces, des plongeurs chuchotent. Mais en 1942, un enseignant de Floride trouve une pièce du XVIIIe siècle. Son nom, Kip Wagner. Il comprend alors que la côte cache plus qu'un naufrage. Il étudie les cartes anciennes, interroge les vieux du coin, emprunte même un détecteur de mines navales modifié. Et en 1961, il le trouve, le premier grand trésor, une croix d'or sertie de 130 émeraudes. Le monde retient son souffle. Mais la chance attire l'ombre. Entre 1961 et 1975, plusieurs plongeurs liés à la recherche du trésor meurent. Des noyades étranges, des accidents impossibles. Un plongeur retrouvé sans trace, sans bulle, sans poids, comme s'il n'avait jamais existé. Dans les bars de la côte, on parle d'une malédiction espagnole, d'esprits de conquistadors gardant l'or. Les journaux s'emparent alors de l'histoire, et on parle d'une Spanish Lady, d'une dame espagnole. Mais une archéologue, le docteur Hélène Rivera, pense autrement. Si le trésor tue, ce ne sont pas les fantômes, mais les vivants. Elle a fouillé dans les dunes, et elle trouve des traces brûlées, des pièces, un journal codé et un coffre. Mais à l'intérieur, pas de pièces. Une relique religieuse, cachée, protégée, trop importante pour être vendue. Elle comprend alors que ce naufrage cachait quelque chose de plus précieux que l'or. Une relique sainte, peut-être explosive politiquement, enterrée par l'Église et les survivants. Et ceux qui approchaient la vérité disparaissaient. Quand Rivera demande l'accès à d'autres archives en 2007, quelqu'un dévalise sa maison. Seules ses données informatiques sont volées. Le message semble clair. Rivera conclut sa recherche d'une phrase. Pour comprendre 1715, il ne faut pas demander ce qui a coulé, il faut chercher ce qui nage encore dans son ombre. Un trésor fabuleux, des morts inexpliquées, un reste de reliques sacrées. Et peut-être quelque part sous des villas modernes et des dunes silencieuses, l'un des secrets les plus explosifs de l'histoire maritime. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 10 mystères, j'espère que ça vous a plu. On a eu une belle série où on a pu aborder un peu de tout, on a eu du meurtre, on a eu des histoires par rapport à l'espace, des trésors, vraiment plein de choses que j'ai trouvé très intéressantes, que j'ai appris en faisant les différentes recherches, je ne les connaissais pas du tout, et ça me fait plaisir de pouvoir m'enrichir déjà en termes de culture quand je fais les vidéos, mais si vous, ça vous permet d'apprendre aussi un ou deux trucs, je pense que tout le monde est gagnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé en intro, je vais pas vous refaire tout le discours. Prenez soin de vous mesdames et messieurs, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aken, salut!